Faut se sortir d'ici, hein, Serge? Pourquoi? T'as un rencard? Rencard. Rencard, c'est la tournée d'été des terrasses de Chamonix. Entrepreneurs, artistes, Artisans sportives, organisateurs de concerts. et d'événements. Ils prennent la parole au micro de Globule. Je pense qu'on peut démarrer l'apéro. T'as un rencard? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Globule Radio qui est en direct du Little Bio. On est tous très contents de vous retrouver. Aujourd'hui, donc Caroline au micro avec Charlotte et Romane. Salut Romane. Salut. Salut Charlotte. Salut. Alors aujourd'hui, on commence au Little Bio où l'équipe de Globule Radio est toujours bien accueillie. C'est juste à côté de l'Aiguille du Midi à Chamonix Sud. Vous pouvez passer nous voir. Ou regarder l'émission en direct sur notre page Facebook. Voilà, avec Romane, nous avons décidé de vous parler de notre façon de consommer. Et oui, encore de l'environnement, mais on adore ça à Globule et surtout, on trouve ça important de remettre en question un peu nos habitudes. Donc aujourd'hui, c'est économie circulaire. C'est un peu barbare comme terme, mais Romane, finalement, c'est assez simple, l'économie circulaire. C'est simple et compliqué. L'économie circulaire, en fait, ça vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire qu'on connaît, en limitant par exemple le gaspillage des ressources et l'impact environnemental qu'on a, et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. En fait, l'économie circulaire, ça cible la gestion sobre et efficace des ressources. Et pour en parler, on a décidé d'inviter à notre table plusieurs acteurs de la vallée de Chamonix, parce qu'il se passe pas mal de choses finalement en ce moment. Il y a plein d'initiatives, de boîtes qui se montent, d'idées pour améliorer un peu notre vie ici dans la vallée de Chamonix. Donc Romane, on reçoit quelques invités aujourd'hui. Ouais, et on va commencer avec Hélène et Mélodie, qui sont nos deux hôtes pour ce soir et qui parleront de l'éco-responsabilité dont fait preuve leur snack Le Little, où on est ce soir. Ensuite, Pauline Vaillard, chargée de mission économie circulaire à la Comcom de Chamonix, sur un projet particulier dont elle nous parlera plus tard. Ensuite, Franck Olivier, maker et designer chez Upcycling & Design, jeune entreprise de la vallée, qui favorise le circuit unique. Également Jérôme Rousseau, qui fabrique des t-shirts presque 100% fabriqués dans la région. Sa marque s'appelle Samadi Chamonix. Et enfin, on finira... Oui, donc voilà, tu vas nous dire, Charlotte, parce que comme tous les soirs dans Rencard, on reçoit un groupe de musique. C'est ça le plus fun finalement de cette émission. Et oui, et ce soir, c'est Gramophone Stomp. C'est un groupe de musique qui nous vient tout droit de Montpellier. Et il nous a ramené le soleil. Eh oui, on a de la chance là. Il fait bon aujourd'hui. On a malheureusement annulé notre premier rendez-vous, notre premier Rencard la semaine dernière parce qu'il pleuvait. Donc là, on est super content qu'il fasse hyper beau. On va passer donc 2 heures en direct du Little Bio à Chamonix Sud. Mais avant de recevoir nos premiers invités de cette longue série d'été, on se laisse aller sur le doux son de Jacques. A tout de suite. Rencard. La tournée d'été des terrasses de Chamonix. En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie. Rencard. Débattez des questions de
À 2 pas de l'Aiguille du Midi, en direct du Little Bio à Chamonix-Sud, Globule Radio entame sa tournée des terrasses Rancard. Et c'était évident qu'il fallait commencer par le Little Bio, toujours bien accueilli, ami fidèle, auditrice fidèle aussi de Globule Radio, puisque Globule Radio passe tous les jours au snack. Bonjour Hélène et Mélodie. Bonjour. Vous êtes radieuses toutes les deux sur votre terrasse. Donc voilà, les deux co-gérantes du Little Bio, maman et fille, mère et fille, ça fait 6 ans que ça dure. Et ici, on fait de la slow food. Alors on trouvait ça sympa aussi de faire une émission autour de l'économie circulaire parce que vous, je pense que ça vous parle. Mélodie, toi, tu as fait des études un peu là-dessus et puis c'est un peu ce que vous voulez aussi donner comme âme ici au Little Bio. Déjà, vous pouvez nous dire, la slow food, c'est quoi en fait, tout simplement ? Alors Mélodie. Alors du coup, c'est vrai qu'au début, c'était notre volonté de faire du bio, du local, des choses faites maison, vraiment 100%. Et donc, on s'est lancé dans cette histoire. Alors ça n'a pas été si simple que ça. On a été confrontés à plein de difficultés, notamment en ce qui concerne les fournisseurs, parce que c'est pas si simple au final de trouver des fournisseurs locaux à des prix intéressants, d'avoir une stabilité aussi dans les produits, parce que c'est ça qui est important. Et du coup, voilà, je pense qu'on a passé bien 3 ans à galérer. Et donc là, on a vraiment des produits c'est pas parfait encore, parce que voilà, il y a des choses notamment les légumes, on n'est pas une vallée productrice de légumes. Ici, il n'y a pas non plus énormément de choses. C'est pas la vallée du Rhône. C'est ça. C'est pas le sud et les belles tomates gorgées d'eau et de sucre. Quoi. C'est ça. Donc là, cette année, on a vraiment pris le parti de faire plus de choses à l'ardoise, plus de choses avec des légumes de saison, de s'adapter plus en fait, ce qui paraît logique, mais au final, nous, ça nous a pris aussi du temps de se mettre en place. Mais voilà, dès le départ, on a vraiment eu tout de suite les fromages, charcuterie, tout ça, c'était produits locaux, parce que ça, c'est assez facile par contre. Et puis après, les brasseurs savoyards aussi, on a commencé à travailler tout de suite avec eux. Ils venaient de démarrer eux aussi, donc on a un peu grimpé ensemble, c'est marrant quoi. Donc eux, boissons locales, soft, bière, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un super partenaire de travail. Et puis voilà, les légumes, on essaye de jongler entre le bio, entre le local. Mais voilà, tout est de saison maintenant. On essaye vraiment de se tenir à ça. Le pain, voilà, du boulanger, tout ça, c'est des choses qui sont chouettes, quoi. Je fais juste une petite aparté, puisque tu développais un petit peu tous les produits qu'on utilise. Tu as oublié quand même la viande de Megève, qui est légèrement quand même importante dans notre histoire, puisque le produit d'appel au Little, c'est la frite maison, mais c'est aussi le burger. Donc la viande de Megève, voilà, produit qu'on a mis aussi du temps à trouver, mais c'est même pas qu'on a mis du temps à trouver, c'est qu'au départ ça n'existait pas, ils ne le proposaient pas. Parce qu'en fait c'est un peu ça le casse-tête pour les restaurateurs, c'est que d'abord vous travaillez avec des gros fournisseurs comme tout le monde un peu, et ça ces gens-là quand vous leur demandez du local ou du bio, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils vous écoutent à ce moment-là ou ils ont même rien à vous proposer peut-être finalement? Écoute, on sent que si tu veux, quand même, il y a une évolution. En 6 ans, quelque chose qui se passe, ouais. En 6 ans, on sent bien l'évolution. Et effectivement, si tu veux, au départ, c'était pas quelque chose qui était récurrent pour les gens. Et aujourd'hui, vraiment, on sent que c'est comme ça que les gens ont envie de manger. C'est comme ça que les gens ont cette philosophie de la nourriture, la qualité. Et puis effectivement le prix aussi qui est important, et ça, comme le disait Mélodie, c'est un pari qui est quand même aussi un peu osé, parce qu'on travaille des produits de grande qualité et on essaye d'être pas cher, le moins cher possible. Je pense que c'est effectivement un peu on va en parler tout au long de l'émission, du prix, parce que quand on veut finalement des produits de qualité, c'est vrai que le prix du coup augmente derrière, et malheureusement les consommateurs ils veulent encore des choses pas chères. C'est ça. Mais après, je pense que c'est aussi à nous de nous adapter aussi à tout ça, parce que si on veut rester dans des produits classiques, proposer des choses qu'on trouve partout, on va passer à côté de ça. Et c'est vrai que nous, ça nous a pris du temps, mais maintenant, voilà, on essaye plus de s'adapter finalement à ce qui est disponible. En économie locale, circulaire, tout ça, ça va nous prendre du temps encore, parce que voilà, c'est beaucoup de travail, et dans la restauration, malheureusement, on a peu de temps. Mais c'est vraiment une question de l'adaptation, quoi. Moi, je trouve que l'économie circulaire, pour moi, c'est vraiment s'adapter aussi, arrêter de vouloir tout le temps des produits qui viennent de loin, des choses qui sont fabriquées à bas prix. Donc voilà.
Et c'est vrai qu'on se rend compte, ça peut être surprenant, mais on se rend compte effectivement qu'avec une garniture de saison qui est quand même assez particulière, les gens fonctionnent bien et ils en ont très envie, ils sont très satisfaits. Donc il faut oser. Bah écoutez, vous avez bien fait d'oser parce qu'on est super bien sur votre terrasse, on y mange très bien, il faut le dire. Nous, on est souvent régalés par le Little Bio, on y vient souvent l'équipe de Globule Radio, donc on vous invite à venir profiter de la terrasse. Le Little Bio, pour qu'on le redise, c'est juste à côté de l'Aiguille du Midi, à côté du tabac à Chamonix Sud. Donc on se retrouve les filles, finalement, on est très contents à Globule, tous les samedis soirs de 17h à 19h avec un super concert. Ici, on a encore le soleil, donc on en profite sur les terrasses à Chamonix, des derniers rayons de soleil au Little Bio le samedi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On vous laisse repartir travailler parce que je crois qu'il va y avoir du monde ce soir, puisque vous êtes à la descente des 200 ans de la Compagnie du Mont Blanc qui ont organisé leur grande cordée. Il y a 200 personnes qui vont redescendre et certainement vous allez avoir quelques clients. On va le sentir passer. Allez, au boulot les filles, merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc on va aussi recevoir au micro Kirstine, puisqu'elle fait partie de ces gens qui sont allés justement dans la Vallée Blanche aujourd'hui. Voilà, et je la vois arriver avec ses grosses chaussures d'alpiniste. C'est même pas ses chaussures finalement, c'est les chaussures de son mari. Voilà, vous l'entendez arriver sur le... Elles sont magnifiques. Kirstine qui est donc notre productrice à Globule Radio. Et est-ce que tu peux nous raconter, voilà, t'as encore les lunettes, t'es encore habillée. Ouais. Bientôt la douche, mais 5 minutes sur Globule Radio sur le 90.5 en direct du Little Bio. Tu viens juste de redescendre. C'était comment cette aventure ? C'était génial et inoubliable et j'avais trop la chance déjà d'être invitée parce que d'être 200 entre je sais pas combien de personnes qui peut être intéressées dans un truc pareil, j'étais un peu étonnée qu'ils ont demandé Globule Radio, mais Globule Radio ont choisi moi. Déjà c'est cool d'être choisi parmi nous tes collègues, mais après le fait que la compagnie de guide ont pensé à Globule, ça c'est cool aussi. Du coup on a des beaux projets à venir aussi avec la compagnie des guides. Et tu as pris du son, hein. On pourra l'entendre bientôt sur le 90.5 et sur notre site. Le premier projet, du coup, c'est cette jolie podcast que je vais produire cette semaine et publier avant la fin de la semaine. Et voilà, du coup... Et raconte-nous. Oui, nous, on veut savoir comment t'es parti d'où, comment c'était. Voilà, t'as pris le soleil, on voit que t'as quelques coups de soleil. Ils ont fourni les casquettes, mais j'ai quand même pris un peu trop de soleil, surtout sur les oreilles. Oh là là, mais il te dit ramène les crèmes soleil, mais personne te dit mettre les crèmes soleil sur les oreilles. Enfin, ça c'est un truc d'alpiniste, il faut le savoir. Je ne pas moi. Et donc, alors, t'es parti d'où et à quelle heure ? Super tôt ce matin ? Oui, du coup le rendez-vous c'était à Folie Douce à 7h ce matin. J'ai arrivé là-bas, il y avait plein de monde. Et tout le monde avec leur passe sanitaire, du coup, je crains rien, mais c'est quand même bizarre de se trouver dans une foule de monde. J'étais ouh. Et après, désolé les globes rouges et tout ça. Après, on était divisés en 2 groupes. Du coup, il y en avait 100 qui va rester en France et va à l'Aiguille du Midi et 100 qui va en bus jusqu'à l'Italie. Et j'étais dans l'équipe italienne. Du coup, j'ai parti en bus dans le tunnel. On a monté le Skyway. Et on a descendu. Notre guide pour notre petit groupe, c'était Serge Koenig. Mm-hmm. Et il était super chouette avec plein d'histoires à nous raconter parce que lui, il était retraité comme guide depuis quelques années, 20 au moins. Mais il a travaillé en Chine comme consulat ou diplomat représentatif de France alpinisme Grande en carrière, Chine. Donc de guide et autre chose. Ouais, donc tu t'es retrouvé dans la Vallée Blanche avec 200 autres personnes. C'était une cordée de 6 km. La corde avait été tirée par les guides la veille. Comment était le spectacle ? Ça devait être impressionnant de voir tous ces gens finalement dans la Vallée Blanche. Ouais, oui, c'était impressionnant bien sûr. La corde déjà, ça fait au moins 2 jours qu'il était là. Et après, c'était reneigé dessus parce que ça neigeait il y a un jour. 40 cm de neige. Du coup, il y a un jour, ils étaient déneigés. Ils ont déneigé la corde. Voilà. Ah oui, l'aventure. Et du coup, on était là sur une autre corde, divisée en 7 chacun avec notre guide individuel par mini-groupe. Et on a marché la longueur du corde, notre côté, et les Français, leur côté, depuis le face sud de l'Aiguille du Midi. Et on a rencontré au milieu, à la pyramide de Taku. Et t'as vu des crevasses ? Oui, j'ai vu plein de crevasses et j'ai même sauté les crevasses avec des grosses chaussures, les crampons dessus.
Enfin, Kirstine j'ai fait l'aventurière. grande attention. Bah Ouais. écoute, on va suivre toutes tes aventures sur Globule Radio, donc sur notre site globule.chamonix.radio et puis aussi en direct sur le 90.5. Oui. Merci d'être venu. On va te laisser aller prendre une douche et puis te mettre un peu de crème sur tes coups de soleil. Merci à la compagnie de guides, bien sûr. Et voilà. Et je suis hâte de partager ces expériences avant la fin de la semaine. Ciao! Salut Kirstine. Et tout de suite, avant d'accueillir notre deuxième invitée, Pauline Vaillard, spécialiste de l'économie circulaire, on écoute Les Rois d'Étienne Dufresne, un disque québécois de qualité pour chiller comme il se doit. Toi, pis moi, on s'était quasiment donné rendez-vous avant que les vieux bouffons s'effondrent. Et nos parents connaissent plus leurs enfants. Nous sommes devenus les rois du monde. Dans nos tiroirs, y'a pas que ça. Content de te voir la tête en bas. Dans nos tiroirs, y'a pas que ça. Quand c'est trop grand, tout le monde tombe dedans. Par de ce qui se cache dans l'ombre. Car ne sommes-nous que des enfants jaloux dans le plus gros carré de sable. Et dans nos tiroirs, y'a pas que ça. Content de voir la tête en bas. Dans nos tiroirs, y'a pas que ça. Et si tu t'endors avec moi, et si tu pleures avec moi. Les corps, vive les rois. Et si tu t'endors avec moi, et si tu meurs avec moi, on tombe les corps, vive les rois. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM si vous êtes dans vos voitures et évidemment sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. On précise quand même que nos téléspectateurs sur Facebook que nous ne pouvons pas diffuser les bonnes musiques que vous entendez sur la bande FM parce que Facebook nous interdit de passer ces musiques-là. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes. Et on retrouve sans tarder Pauline Vaillard qui vient de nous rejoindre sur la terrasse du Little Bio. Elle en connaît un paquet sur les circuits courts, sur l'économie circulaire et sur toutes les petites initiatives de la vallée autour de l'environnement. Donc Romane, on te laisse l'accueillir. Bonjour. Donc salut à toi Pauline. Salut. Donc pour te présenter brièvement, tu es responsable du projet consigne pour les plats emportés des restaurants de la vallée. Donc je répète un peu, je l'ai dit au début, mais tu es chargée de mission économie circulaire à la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Donc tu es chargée depuis fin juin, si je ne dis pas de bêtises, de mettre en place ce projet auprès d'une dizaine de restaurants volontaires de Chamonix. C'est un test expérimental qui s'étale sur 3 mois. Donc si j'ai bien compris, c'est de juillet jusqu'à fin septembre. C'est ça. Et c'est entièrement gratuit pour les restaurants participants. Tout est financé par la Comcom pour laquelle tu travailles.
comme tu me l'as précisé dans nos échanges. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le projet ? En fait, tout simplement, le projet, il est né d'un constat que beaucoup de gens ont fait depuis cette dernière année. C'est qu'il y a eu énormément de ventes à emporter, forcément, avec la fermeture des restaurants et donc du coup beaucoup de déchets qui ont découlé de cette hausse. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé à se monter autour de ça. Et une des volontés à la Comcom, c'est de lutter contre l'augmentation des déchets incinérables. Hein. Et voilà, donc au mois de mai, on a décidé de commencer à travailler avec Daba, donc c'est notre partenaire. Et en fait, l'idée, c'est que les restaurants maintenant, je montre ma petite boîte, ils vont pouvoir en fait vous vendre vos plats à emporter dans des contenants qui sont en verre, donc réutilisables, et donc ils sont consignés. C'est-à-dire qu'en fait, le client, il va arriver, il commande son plat et il va payer une consigne, donc en plus de sa commande pour chaque contenant. Et quand il va ramener son contenant vide après avoir dégusté son bon petit plat chez lui, il va être remboursé de cette consigne. Voilà. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que ce qui est aussi important pour nous et pour notre partenaire, c'est de faciliter au maximum l'usage de la consigne. Donc le client, il va pouvoir ramener son contenant dans n'importe quel restaurant du réseau. Il n'est pas obligé de revenir là où il l'a acheté. Donc tu m'avais dit qu'il y avait la Maison Richard qui faisait ça, les Cosmiques, le Café des Aiguilles et bien d'autres, une dizaine comme on l'a dit avant, et qui participent à ce projet. Et moi je me suis demandé comment le lien il s'est opéré. Du coup tu as parlé de plusieurs acteurs, tu as parlé de Daba, de la Comcom, ouais. Donc comment ça s'est fait ? En fait tout ça c'est né d'une étude qui s'est faite au mois de mai. Donc y a une enquête qui a été publiée sur les réseaux et sur la plateforme Je Participe de la Comcom. Plutôt une enquête auprès des consommateurs en fait, pour leur demander s'ils étaient prêts, si on avait un public qui était assez mature pour avoir la consigne. Et la réponse a été plutôt oui. Sur nos 200 répondants, on a 70% des répondants qui étaient à fond pour. Il y en a même qui nous ont confié que parfois ils refusaient d'acheter à emporter parce que justement ça créait des déchets. Donc de là est partie l'idée. Et ensuite, il fallait mettre les restaurants dans la boucle. Donc on a contacté tous les restaurants de la vallée en leur expliquant le projet, que ça allait être gratuit pour eux, pour la phase de test. Et on en a une dizaine qui nous ont répondu. Il y a encore la possibilité de joindre l'expérimentation. Je passe une petite info au passage. S'il y en a qui veulent encore nous rejoindre, c'est possible. Trop bien. Et plus à l'échelle du coup de la Comcom, et plutôt en fait à l'échelle de la vallée, on sait que le zéro déchet c'est une réelle problématique et surtout ici avec l'incinérateur à Passy qui, comme l'a souligné Justin Carrette dans son podcast Smog, nuit considérablement à la qualité de l'air et à notre santé en l'occurrence. Donc, et je pense aussi à l'aspect touristique de la vallée qui génère en fait beaucoup de déchets. Donc moi ma question c'est comment la Comcom elle prend en compte ces points qui sont quand même problématiques par rapport à la réalisation de ces projets, par rapport à l'économie circulaire. Alors on a un objectif qui est assez ambitieux sur les déchets incinérables. On veut réduire de 50% ces déchets d'ici à 2025. Voilà, donc c'est un bel objectif. Ça arrive vite. Ça arrive vite, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, on a une vallée qui est très particulière parce que on vit au rythme des saisons touristiques et du coup, on a une population qui augmente énormément pour diminuer très vite. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait se dire que les gens qui viennent, qui sont de passage, ils n'ont pas forcément le même intérêt que nous à réduire leurs déchets. Donc effectivement, il y a un défi à ce niveau-là. Maintenant, on observe quand même un tourisme qui est de plus en plus engagé et conscient des enjeux environnementaux. Là, par exemple, pour nous, pour Daba, on a l'info, on l'a faite en anglais et en français. Comme ça, même les touristes ne peuvent pas le rater. Mais oui, effectivement, il y a de nombreux défis à relever. Et donc je bifurque un peu l'interview, mais on a parlé aussi dans nos échanges du compostage et des projets qui sont connexes au compostage. Et je sais que la Comcom, elle travaille avec Écotrivélo. Nous, on a déjà rencontré Jonathan et Émile. On a fait une petite interview d'Émile
qui a eu vachement de succès. Du coup, parle-nous d'Écoterie Vélo. Ouais, alors en fait, tout simplement pour recontextualiser, on a vraiment, pour notre objectif, au niveau de la Comcom, on a 2 axes de travail. Donc la réduction des déchets, mais aussi développer le compostage au niveau individuel. Donc là, par exemple, je recadre tout simplement le sujet, mais on va doubler le nombre de composteurs d'ici quelques mois, donc pour que chacun ait un site de compostage à proximité de chez lui. Et effectivement, une autre de nos actions, c'est de s'engager avec l'associatif. En fait, plus globalement, travailler tout seul dans son coin, ça marche pas pour ces objectifs-là. J'allais te demander, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives de citoyens. Il y en a de plus en plus en fait. Vélo, c'est des citoyens, exactement. C'est des chamoniards. Et en fait, c'est hyper important pour nous de s'appuyer sur ce qu'on appelle les forces vives, les acteurs économiques, les acteurs de la vallée. L'associatif surtout, beaucoup d'entraide parce ici. que c'est des gens qui ont plein de bonnes idées, qui ont plein de compétences et qui ont une réactivité que nous on peut pas forcément se permettre. Donc c'est important de s'appuyer sur ces acteurs. En l'occurrence avec Écoterie Vélo, notamment là on a signé un partenariat avec eux au niveau de la cuisine centrale. Donc ils viennent récupérer les biodéchets qui sont produits par la cuisine centrale. C'est un service qui est facturé, donc on s'engage aussi financièrement. Et en plus ils produisent beaucoup la cuisine centrale, donc c'est un fort engagement. Et effectivement c'est une volonté au niveau de l'économie circulaire de faire travailler les forces locales et de créer une... Ok. Est-ce que tu peux nous faire un mini récap du coup des avantages de la consigne ? Alors, un petit récap. Déjà, c'est super. Je les remontre. Ils sont super beaux. Ça vient dans plusieurs Donc formats. Donc ça ressemble, il faut le dire, à un petit Tupperware qu'on a chez soi. En fait, exactement. Ce que vous en avez peut-être chez vous d'ailleurs qui ressemble. On a aussi, on teste. On est les premiers à Chamonix à tester ça. C'est les petits pour les glaces et les desserts. C'est tout mignon. D'accord, parce que c'est vrai que ça c'est un fléau, le pot de glace. On n'en parle pas souvent, mais finalement même ceux Maison qui disent... Richard, allez chercher vos glaces dans des petits pots en verre, c'est canon. Super, c'est quand même chouette de voir les restaurateurs de la vallée s'investir sur ce sujet-là. C'est un vrai engagement, c'est vraiment super. L'avantage, du coup, c'est que vous ne créez pas de déchets. Pour le consommateur, à la fin, c'est gratuit puisque vous récupérez votre consigne. Ça ne fuit pas, contrairement, je pense qu'on a tous eu l'expérience du plat qui arrive chez toi et la sauce a coulé dans le sac. Là, ça n'arrivera pas. Et en plus, vous pouvez facilement le réchauffer au micro-ondes. Impeccable. Parfait. Merci à toi, Pauline. Merci donc, on le rappelle, tu es chargée de mission à la Comcom sur l'économie circulaire avec ce projet de consigne en collaboration avec Daba. On vous invite à tester ce nouveau concept. Et oui, fini donc les emballages plastiques, ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Et quand vous prenez à emporter aussi, on l'a pas dit, mais je crois qu'on n'est pas forcément obligé de nettoyer. C'est pas mal de pas nettoyer son Tupperware tous les soirs, on le rince. Et c'est le restaurateur, on le rince. C'est de le rincer quand même un petit peu. De toute façon, par mesure d'hygiène, les restaurateurs sont tenus de le relaver évidemment avant de le remettre en circulation. Bon, mais écoutez, merci Pauline Vaillard. Et puis on va suivre tous les beaux projets aussi de la communauté de communes qui s'investit ces dernières années sur ce genre de sujet. Rejoignez-nous en terrasse. Rancard. La tournée d'été des terrasses de Chamonix. En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie. Rancard. Et tout de suite Globule Radio qui est toujours en direct du Little Bio et de la terrasse du Little Bio. Il fait bon, il fait beau. On vous invite à nous rejoindre ou alors à nous regarder aussi sur notre page Facebook en direct. Et puis voilà, on va profiter de cette belle soirée. Romane, je crois que tu as un peu épluché ce qui va se passer ce soir dans la vallée. Tu nous as trouvé quelques trucs à pas rater surtout. Et ce soir, si le temps reste clément, et pour l'instant c'est pas trop mal, vous pourrez peut-être avoir la chance de déguster un excellent tagine de poulet au citron confit de Yamina à la fameuse cabane du Cerro. C'est soirée Cabin Fever là-haut de 18h30 à 1h du matin. Au programme, le groupe de Chuck Joins en live et les sets DJ et les DJ sets d'Hugo Blasta et Darnakis. Et bien évidemment, un bar sur place sera soulager votre soif. Pas facile à dire, tous ces noms de DJ là, et de groupes. Non, c'est pas facile. Mais en tout cas, la musique va être bonne. Surtout quand il y a de l'anglais, c'est difficile. Et voilà, c'est donc de 18h30 à 1h du matin à la cabane du Cerro. Donc venez avec votre meilleur déhanché disco.
Ça va être super, cool. super. Évidemment aussi ce week-end, un petit événement à pas rater aussi, c'est le Salon des créateurs qui est ouvert jusqu'à demain. Ça se passe au Majestic à Chamonix. On y était ce matin avec nos mini-globules, nos mini-reporters, et puis il y a plein de belles choses à voir. Globule Radio était aussi en direct cet après-midi. On a eu plein de beaux artistes qui sont passés, qui ont défilé à notre micro. Vous pouvez d'ailleurs les réécouter dans les prochains jours sur globule.chamonix.radio, notre site. Et puis très beau spectacle, enfin moi j'adore regarder ça, mais je ne dois pas être la seule dans cette vallée, l'escalade. Évidemment il y a plein de champions qui sont déjà arrivés dans la vallée de Chamonix, puisqu'il y a la Coupe du Monde d'escalade qui commence demain soir avec la présentation des grimpeurs, et puis ensuite lundi on rentre dans le dur, c'est la compète qui commence. Mardi c'est la finale. Malheureusement cette année c'est payant, mais bon, pas le choix pour les organisateurs, voilà, c'est le Covid qui veut tout ça. Et puis voilà, je tiens à rajouter qu'on peut aussi écouter Globule Radio tout le week-end, s'allonger dans un transat parce qu'il fait beau, et puis écouter nos belles playlists, encore du bon son. D'ailleurs on reste dans le thème du samedi soir avec le titre La Fête Noire de Flavien Berger. Attiré par l'extase, un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Couleur des eaux mortes. Je suis seul avec l'or de l'eau. Sous la surface de l'aurore, je quitte le va-et-vient des âmes. De l'autre côté du plongeoir, au loin le reflet du vacarme d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire, la fête noire. On est de retour sur Globule Radio 90.5 FM et en direct sur notre page Facebook pour ceux qui nous regardent. C'est Franck-Olivier qui vient de nous rejoindre sur la terrasse du Little Bio à Chamonix Sud pour notre premier encart.
Franck-Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé. Bah écoutez, c'est C'est un normal. petit moment agréable sur la terrasse du Little Bio, donc en direct sur Globule Radio. Alors ça fait pas longtemps que vous êtes installé, vous, dans la vallée. Seulement 1 an et demi. C'est le confinement qui vous a fait prendre la décision de quitter la vie parisienne pour rejoindre les montagnes. Des montagnes que vous connaissez quand même, parce qu'il faut le dire que ça fait 15 jours. Ça fait 15 ans plutôt, 15 années que vous venez ici à Chamonix. Et on aimerait avoir plus de gens comme vous, honnêtement, puisque vous venez de vous installer, vous êtes arrivé avec plein d'idées, avec plein d'envies, et puis un projet qui s'est concrétisé assez rapidement, upcycling et design. Vous récupérez plein de matériel, de montagne, des matières aussi, des chutes de matière, et vous en faites des objets pour la maison. Oui. Et vous êtes donc venu avec quelques objets aujourd'hui. Est-ce que vous en avez un là peut-être à nous montrer ? C'est effectivement de récupérer de la matière là où elle se trouve. Et il s'avère qu'un petit peu partout, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui sont produites, utilisées, pas forcément jusqu'au bout de la vie de l'objet de départ. Et donc du coup, il y a pas mal de matière à récupérer. Et l'idée en faisant de l'upcycling, la différence avec le recyclage, c'est qu'on va donner une seconde vie aux matériaux dans une destination qui n'est pas celle de départ. Par exemple, on peut prendre des skis au départ et en faire autre chose, des étagères, des porte-manteaux, des bancs, enfin plein de choses. Et puis, il y a aussi une idée derrière tout ça, c'est de valoriser la matière et donc de transformer ce qui pourrait être vu comme un déchet en une matière première donc, qui a de la valeur. Et ce mouvement de l'upcycling existe depuis quelques années. Il a beaucoup pris son essor dans ce qu'on appelle les Fab Labs, qui nous viennent des États-Unis, qui existent depuis quand même un paquet d'années maintenant. Et donc du coup, dans ces Fab Labs, qui sont des lieux un peu collaboratifs, où on apprend à utiliser plein de technologies nouvelles pour justement utiliser cette matière et fabriquer des objets plus intelligents, plus intéressants, plus beaux que la matière de départ, eh bien, on peut faire plein de choses. Donc, vous avez amené des choses là pour nous montrer, pour qu'on comprenne bien. C'est pas grand-chose. Alors une petite chose, moi je pensais que vous alliez arriver avec un banc ou un truc comme ça, mais en fait non. J'ai un banc, je vais vous montrer ça. Mais ça par exemple, je peux vous donner, c'est un petit Mont Blanc. Qui est fait en matériaux recyclés. Donc ça, c'est le résultat d'impression 3D à partir de plastique qui ont été broyés, refondus, refaits en forme de filament, et après qu'on imprime en 3 dimensions. Et on peut faire des petits objets comme ça, qui sont des objets de déco. Moi, ma question, c'est du coup, c'est fait avec une imprimante 3D ? Ça, c'est fait avec de l'impression 3D. Du coup, votre entreprise, elle possède l'entreprise, on possède effectivement plusieurs imprimantes 3D parce que y a plein de types d'impression 3D et en fait, là, c'est ce qu'on appelle de l'impression 3D additive, c'est-à-dire qu'on ajoute des couches. C'est comme un millefeuille, on empile couche par couche de la matière pour former des volumes en 3 dimensions. Et ça, là, ce qu'on est en train de voir, donc c'est un mini massif du Mont Blanc. Oui. Ça vient de quel déchet justement ? Alors ça, c'est du plastique. Typiquement, ça, c'est des plastiques quand vous mettez dans votre poubelle plastique couvercle jaune. C'est broyé, recyclé. Et donc, il y a des entreprises qui utilisent ces matières premières-là pour refondre et refaire des filaments qu'on va pouvoir réutiliser. Et notamment, dans la vallée, il y a des sociétés qui s'intéressent, qui commencent à faire ça. Donc, c'est tout l'intérêt aussi et la thématique de l'économie circulaire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde ces matières premières. Elles sont là à portée de main. Et il faut juste avoir un savoir-faire particulier. Je vous ai apporté autre chose. Alors allons-y, comme ça on voit bien ce que vous faites. C'est un tout petit exemple aussi. Ça, c'est une chute de bois, un bout de contreplaqué tout bête, donc qui était tout biscornu, tout moche au départ. Et puis en fait, ce sont juste des tests. Mais par exemple, on peut faire des petits sous-verres comme ça avec de la découpe laser. Donc pareil, là, on a des machines qui permettent de découper au laser, de graver. Et on peut personnaliser ça, faire tout ce que l'on veut. La limite, c'est simplement l'imagination qu'on va pouvoir avoir par rapport à la matière qu'on trouve. Ça, c'est sûr qu'il faut un peu de créativité. Et l'idée, c'est de pas partir avec un catalogue de produits en se disant je veux faire ça comme matériel. Non, on trouve des choses. Par exemple, là, j'ai rencontré les gens de la compagnie du Mont Blanc et je vais récupérer des rails du Montanvert, donc des rails historiques de 1904. Et à partir de ça, en travaillant sur ces rails, en les découpant, les sablant, en les gravant, en ajoutant plusieurs matériaux ensemble, et ben on va faire des objets de décoration qui pourront par exemple finir dans la boutique de la compagnie du Mont Blanc, plutôt que d'acheter des produits qui sont fabriqués souvent très loin. Et ben ça racontera une petite histoire et ça restera dans un circuit local. Et je vois que vous avez amené un objet un peu plus conséquent.
Là, j'ai apporté effectivement quelque chose d'un tout petit peu plus conséquent. Donc ça, c'est un skate au départ, basique, comme tout le monde en connaît. Et puis, en fait, avec un petit peu d'imagination, donc toujours de la fabrication 3D pour faire des pièces comme ça d'assemblage. Ici, c'est aussi du bois de récupération, parce que ça, ce sont des manches de balais de cantonnier. Donc, quand vous voyez votre cantonnier sur le bord des routes, son balai, au bout d'un moment, il est un peu cassé, il en change. Et donc, moi, je récupère ces matériaux-là. Et puis, on peut faire des petits bancs qui sont assez sympas, légers. C'est pas la révolution du siècle, hein, mais l'intérêt, c'est que c'est réutiliser cette matière. Même si le skate, il est défoncé au départ, on va le poncer, après on va pouvoir le graver, mettre de la couleur, faire plein de choses. Et donc dans cette lignée-là, vous imaginez qu'on peut faire la même chose avec des skis. L'intérêt quand on fait de la fabrication 3D avec des imprimantes ou quand on utilise du laser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller acheter des pièces ailleurs pour faire de l'assemblage. Parce qu'on construit sur mesure ce dont on a besoin. Et une fois qu'on l'a fait une fois, le modèle, on peut répéter ça, le réimprimer autant qu'on le souhaite, avec des matériaux, des couleurs différentes, et donc prolonger la vie des choses, sachant que, par exemple, on peut imprimer en 3 dimensions des matériaux qu'on appelle des matériaux biosourcés, donc qui sont faits à partir de marcs de café, de coquilles d'huîtres, de choses comme ça. On va faire des pièces comme ça d'assemblage, et en fin de vie, ou si c'est cassé, si on n'en veut plus, c'est des éléments qui sont compostables. Donc en fait, on ne crée pas de déchets à la fin. On essaie d'être le plus vertueux possible dans l'utilisation des matières et des matériaux, et donc de pousser jusqu'au bout le crayon en disant comment on peut encore améliorer le process pour être le moins impactant possible. Ouais, c'est incroyable, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'entreprise n'a à peine 8 mois, même pas, et vous avez déjà une liste de partenaires longs comme le bras. Il y a plein de gens dans la vallée qui vous suivent, notamment des acteurs importants comme l'entreprise Simon ou même la Compagnie du Mont Blanc. La Compagnie du Mont Blanc, il y a aussi le Mountain Store à Passy, il y a des gens chez Zag, il y a Scott, il y a effectivement pas mal de monde, parce que en fait, ce sont des industries qui produisent beaucoup de matériaux soit défectueux à la base dans la fabrication et qui ne peuvent pas partir évidemment en utilisation. Donc ça, c'est des matériaux qui normalement sont détruits. Et en fait, ça intéresse tous les acteurs parce qu'ils ont tous un intérêt à préserver l'environnement et à se dire qu'il faut être le moins impactant possible, parce que de toute façon, c'est dans l'air du temps. De toute façon, si la législation change et la loi change, et maintenant les fabricants de matériel, par exemple de ski, sont obligés d'intégrer dès la fabrication des process de récupération de la matière. Donc c'est fini de fabriquer des éléments qui, de toute façon, sont destinés en fin de vie à aller à la benne. Maintenant, ils vont fabriquer des éléments qui, en fin de vie, sont destinés à partir au recyclage ou au surcyclage pour réutiliser. Vous le disiez, il faut quand même le noter. Je pense que les entreprises sont intéressées parce que c'est aussi pas mal pour leur communication de se verdir un peu. Surtout ici à Chamonix, c'est vrai qu'on est des énormes consommateurs de matériel pour l'hiver, l'été. Tous les gens sont suréquipés, changent souvent de matériel pour avoir les dernières technologies. C'est du matériel, vous le dites, c'est du matériel qui part à la benne, qui part à l'incinérateur. Une chaussure de ski, elle brûle à la fin de sa vie en fait. Une chaussure de ski aujourd'hui, jusqu'à présent, comme la manière dont étaient fabriquées les chaussures de ski, il y avait plusieurs plastiques assemblés sur une seule pièce, et donc en fait ça rendait assez difficile la réutilisation parce qu'on ne sait pas dissocier ces éléments une fois qu'ils sont broyés ou au démontage, ou en tout cas c'est extrêmement coûteux. Maintenant, de plus en plus, avec ces problématiques-là et ces implications-là, effectivement, à la conception, maintenant, les fabricants vont faire des coques qui sont monomatières pour pouvoir plus facilement récupérer les choses. On fait sauter les boucles métalliques et après, on a une pièce qui peut être complètement broyée et réinjectée, refondue, retravaillée. Donc, en fait, le cercle va devenir de plus en plus vertueux. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée dans le numérique, ou en tout cas dans tout ce qui est électronique, nos téléphones, nos téléviseurs, nos ordinateurs. Mais on a probablement plein de gens ont cette tendance-là de toujours vouloir le dernier ski, la dernière voile, parce qu'en parapente aussi, il y a de la matière à récupérer. Et donc du coup, ça change. Les gens ont plutôt tendance à changer assez souvent. Mais faut donner une deuxième vie, il faut récupérer ça. Et il y a plein de types de process qui existent. Il y a déjà la deuxième vie, il y a des gens qui reconditionnent des objets qui sont encore réutilisables et qui vont revendre ça malgré tout.
Et puis, quand c'est vraiment plus utilisable, ici, par exemple, tous les magasins de Chamonix sont intéressés et me donnent régulièrement de la matière pour justement pouvoir la transformer, parce que eux, de toute façon, s'ils la détruisent, en plus, il faut qu'ils payent pour la détruire. Mais ça les ennuie malgré tout d'alimenter ce puits sans fond. Est-ce qu'on sait à peu près ce marché de l'outdoor, ce que ça représente comme déchets ? Alors, juste sur les skis, on estime à peu près que chaque année en France, il y a 400 000 paires de skis qui partent à la déchetterie. À la benne. Donc 400 000 paires de skis, vous rajoutez les fixations dessus. Je pense que dans les chaussures, ça ne doit pas être très très éloigné. Ça fait tout de suite des volumes qui sont extrêmement conséquents. Et donc, il n'y a aucune filière de recyclage. Ça coûterait trop cher en fait de recycler tout ça ? La difficulté, c'est que la majorité des skis sont pas forcément fabriqués avec des matériaux qui sont extrêmement, on va dire, verts. Donc il y a des cols, il y a des additifs pour la peinture, il y a une couche dessus qui fait généralement la couche déco qui est très jolie, mais qui est une couche plastique qui est imprimée à chaud dessus, qui englobe le ski. Va y avoir dedans du carbone, va y avoir les quarts qui sont pareil extrêmement difficiles à dissocier du ski en fin de vie. Donc en fait tout ça coûte vraiment beaucoup d'argent si on veut dépioter le ski en fin de vie pour en faire quelque chose. Donc en fait, si on prolonge sa vie en le réutilisant, l'injectant dans un banc par exemple qui va durer 15 ans, 20 ans, eh ben, on aura au moins préservé ça de partir à la benne tout de suite, et ça donne de l'utilité. Et alors, on a un certain nombre de petits acteurs dans la région, dans la vallée, à se lancer dans ces thématiques-là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Avec des gens qui se spécialisent. Donc moi, c'est plutôt les matériaux solides comme ça. Il y a des gens un peu dans la vallée qui s'occupent essentiellement, chez Redim par exemple, qui s'occupent essentiellement des tissus. Donc elles vont récupérer des voiles de parapente, des cordes du PGHM, des choses comme ça, et elles vont en faire des objets. On va devoir inviter tous ces gens sur Globule Radio. C'est prévu évidemment pour cet été, parce qu'on disait qu'on allait faire défiler un peu tous les gens au micro de Globule. Juste un dernier mot, vous étiez plutôt dans l'océan, océanographe de formation. Exactement. Ça fait quoi de quitter le niveau zéro et de vivre à 1000 mètres d'altitude? Vous êtes bien ici? J'ai pas été complètement dépaysé parce que j'ai retrouvé une mer ici avec la mer de glace, donc ça me sauve un petit peu. Mais non, en fait, ce sont des milieux qui sont assez similaires. Si je me suis intéressé à l'océanographie parce que j'étais un enfant de la génération Cousteau et donc j'ai été bercé par ça. Mais les milieux sont très similaires et l'atteinte au milieu est la même. Et moi, c'est ce que j'ai vu pendant une vingtaine d'années de carrière dans ce milieu-là. J'ai vraiment vu l'atteinte et l'impact des changements climatiques très importants sur le milieu maritime. Vous n'êtes pas dépaysagé finalement ici, non? Pas du tout. Non plus. En fait, ici, ce qu'on le voit ici. Ici, c'est aussi très frappant, très criant. Donc, il n'y a pas de petites actions, autant essayer de faire des petites choses et puis à force, on finira peut-être par faire des grandes choses. Bon, en tout cas, merci beaucoup Franck-Olivier d'avoir fait le déplacement et puis pour rendre toutes ces choses aussi positives, parce que ça peut être un peu déprimant d'entendre que finalement tout ce qu'on fait tous les jours et tout notre matériel qui est assez chimique et pas très bon pour la planète, mais il y a des choses qui se font dans la vallée. Merci pour vous retrouver. Merci donc à vous. on va suivre votre projet aussi sur Globule Radio. Sinon, si vous êtes intéressé, auditeur, auditrice, la nouvelle aventure, c'est sur upcycling et design.com. Et nous, on allume le feu sans CO2 sur Globule Radio, le 90.5.
Rancard. La tournée d'été des terrasses de Chamonix. En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie. Bonjour Jérôme Rousseau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bah oui, mais merci d'être d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Pour vous plaisir. présenter en quelques mots, enfant de la vallée, c'est pas rien maintenant. Votre truc, c'est la SAP. Votre premier job, c'est dans un magasin de luxe dans la vallée, puis vous rejoignez très vite les magasins de vêtements techniques, parce que c'est ça qui vous passionne, c'est la montagne. D'ailleurs, vous la pratiquez aussi. Et puis, vous prenez conscience au fur et à mesure, comme beaucoup d'entre nous, je pense que la mode, c'est pas très écolo. Pas très. Voilà, donc là, branle-bas de combat, vous décidez de créer votre propre marque éco-responsable. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça, mais bon, c'est bon, le projet est réussi. Les premiers t-shirts sont là, d'ailleurs, vous en portez un sur le plateau de Globule Radio. Voilà, vous pouvez le voir, les auditeurs qui nous suivent sur notre page Facebook. Lancement officiel la semaine prochaine de Samadi Chamonix, c'est le nom de la marque. Exactement. Donc on est un peu, voilà, un petit scoop sur Chamonix. Dites-nous, c'est quoi un t-shirt éco-responsable? Parce que là, on le voit, ça ressemble à n'importe quel autre t-shirt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on achète quand on vous fait confiance et qu'on achète un t-shirt Samadi Chamonix? Alors, ça dépend où. Après, comme on dit éco-responsable, maintenant, ça veut un peu de tout et rien dire, si vous voulez. C'est ça le gros problème, et c'est pourquoi aussi je m'engage dans ce combat, parce qu'au fond, c'est vraiment un combat, je pense, de tous les jours. Hein. C'est un petit peu un acte militant, et qu'est-ce qu'on retrouve, si tu veux, quand on achète un vêtement Samadi Chamonix? Déjà, il est fabriqué localement. Donc ça, c'est une très grosse partie de ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Encore une fois, je trouve que c'est un mot qui a été un petit peu galvaudé. Mais dans l'éco-responsabilité, il y a notamment déjà le fait que ce soit fabriqué en France, de manière générale. Nous, on essaye de se rapprocher au plus de la région, donc au plus de Chamonix. Là, on l'a fait fabriquer à 2 heures d'ici. Donc c'est vraiment juste à côté. Et c'est des matières qui sont 100% biologiques certifiées. Savoir, comme je dis souvent, si le coton il n'est pas certifié, biologique il n'est pas certifié, c'est pas du coton bio. Oui, voilà, Ça, il faut c'est nous véridique. expliquer tout ça, parce que c'est vrai que quand on va dans n'importe quel magasin aujourd'hui, on peut acheter finalement de l'éco-cert. C'est un peu ce qu'on voit sur les étiquettes dans toutes les grandes marques, un peu. Fait, on nous prend un peu pour... Ça dépend, voilà. Ça dépend. Faut pas jeter la pierre non plus, parce qu'il y en a qui essaient vraiment de faire le taf, comme moi et comme beaucoup d'autres, hein, vraiment. Des marques françaises et qui fabriquent, ou pas forcément françaises, mais qui fabriquent des produits de qualité qui sont le plus local possible. Après, voilà, comme je disais, en fait, ce qui n'est pas évident, c'est ça. Il y a vraiment à boire à manger, surtout dans les certificats. Donc là, on pourrait en parler des heures, hein, sincèrement. Moi, ça me ferait grand plaisir. Peut-être pour une autre émission ou pour autre chose. Mais en tout cas, moi, je vais également créer des vidéos et je vais débunker. Donc vraiment dire comment c'est la réalité. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des champs de coton en Australie. Donc je vois un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout dans les certificats. Voilà, comme je disais, il y a à boire et à manger. Ça dépend lesquels, ne sont pas tous similaires, très loin de là. Ceux-là, c'est du coton biologique GOTS, qu'on appelle GOTS. Donc ceux qui connaissent savent. Donc c'est le plus haut certificat qui existe en termes de coton biologique. Donc ce qui certifie qu'il a été poussé dans des bonnes conditions, sans aucun produit chimique, et par des gens qui ne sont pas maltraités dans l'esclavage moderne, comme ça arrive beaucoup trop souvent en ce moment. Oui, bien sûr. Et donc, ce coton, il vient d'où, finalement? Alors, celui-là, je pourrais vous dire, il vient de Grèce et tout, mais ce serait des bêtises. Impossible. Ceux qui vous disent ça, c'est surtout dans les grandes marques qui font des grosses quantités, c'est pas possible. Pour l'instant, il vient d'Inde, chez des petits producteurs. L'Inde, c'est le 2e fournisseur mondial, mais c'est surtout qu'ils ont une très très bonne compétence et des très grandes techniques dans le coton, surtout biologique. Ça a été les premiers au monde à en faire. Donc tout ce qui est aussi dans la nourriture, dans le yoga, etc. Les hindous, ils sont très bons dans ce genre de domaine-là, dans le textile également. Et puis on va travailler là incessamment sous peu avec des matières qui seront encore beaucoup plus proches, dont du lin fabriqué en France, biologique. Il y a d'autres problèmes après qui arrivent dans le tissage, dans la confection, on pourra peut-être en reparler après. Et aussi des matières absolument exceptionnelles, que je serai un des premiers à les avoir avec des collectifs d'entreprises, de citoyens, donc des SCOP, sociétés coopératives, qui on va faire ensemble du chanvre français, donc poussé en France, tissé en France, et de la laine de mérinos d'Arles. Donc ça c'est un petit scoop aussi, exclusivité Globule Radio. On va tisser les deux en même temps, ce qui permet d'avoir des caractéristiques techniques exceptionnelles, que ce soit dans la régulation thermique, dans l'évaporation de l'humidité, ce qu'on appelle respirant, et dans d'autres domaines, la solidité, etc. Oui, donc c'est un projet génial, qui est hyper inspirant. Et en même temps, quand on t'écoute, on se dit...
oulala, le parcours de combattant pour arriver à faire ça. Ça s'est passé comment ? Ouais. Ah bah il y a eu beaucoup d'embûches, rien que ça, faut que les gens le sachent aussi. Ça a mis combien de temps ? Alors j'ai eu l'idée il y a 3 ans déjà. Donc il y a un moment, au retour d'un voyage en fait, j'ai fait pas un tour du monde, mais je suis parti en sac à dos en Asie, en Australie. Et à mon retour, ça a permis aussi de beaucoup m'ouvrir l'esprit, je pense. De toute façon, il faut voyager, surtout seul. C'est pas facile, mais vraiment j'invite les gens à voyager seuls. Quand c'est possible de le faire, même avec pas forcément beaucoup d'argent, il faut voyager seul. Ça ouvre vraiment l'esprit à d'autres cultures, d'autres états d'esprit, d'autres visions de voir. Et donc pour répondre à ta question, à la suite de ça, effectivement, quand je suis rentré, boum, il y a eu un genre de déclic, le samadhi, et je me suis dit c'est ça que je vais faire de ma vie. Donc oui, les embûches, c'était ça la question. Oui, j'allais te dire, j'imagine que c'est pas facile parce qu'on n'a plus trop de savoir-faire. C'est un des premiers obstacles en France, c'est qu'on n'a plus de savoir-faire, on n'a plus forcément de manufacture, des gens qui savent coudre. Ouais. Là, tu me parles d'Arles, je me dis, il y a encore des choses qui se passent à Arles. À Arles, il y a beaucoup de mérinos, c'est des moutons. C'est des moutons, la laine de mérinos, ça on est très bon. En fait, un des problèmes majeurs qu'il y a en France, c'est qu'on sait très bien coudre, hein. Ça dépend après quelle matière, mais en grande partie on sait très bien coudre, on sait très bien contre-coller. Donc peu de gens le savent, mais c'est les membranes, ce qu'on appelle des membranes en fait. Je vais pas dire de marque, mais les 3 couches, ou les choses comme ça, surtout pour des vêtements techniques de sport, plutôt pour la montagne en fait. Ça on sait le faire, sans problème en France. Et même moi je me suis rendu compte de ça en cherchant pour ce qui va venir un peu plus tard aussi. Et en fait on a perdu tout ce qui est dans le tissage et le tricotage. Des matières qu'on appelle à fibre courte. Donc c'est le coton et ce genre de matière. Et même le chanvre, d'ailleurs, le chanvre et le lin, on ne peut pas encore le tricoter en France, ni le tisser. Ça, c'est une des grosses nouveautés. Alors qu'on pouvait le faire avant ? Bien sûr, on pouvait le faire sans problème. C'est depuis 2005 que ça n'existe plus. En France, la dernière usine, c'était Safilin, de mémoire, qui a dû délocaliser en Pologne, même si c'est une boîte française, maintenant, c'est un des seuls qui fait ça. Et pour le petit truc, c'est qu'on fabrique tout en France. Enfin, on fait pousser le chanvre ou le lin, par exemple. On en fait pousser industriel, hein, ça n'a rien à voir avec le cannabis, qu'on soit bien d'accord. Du chanvre industriel. Évidemment. Je le dis parce que des fois, les gens ne savent pas trop, ce qui est normal, il faut le dire quand même. Ça n'a rien à voir. Donc du chanvre industriel, on sait très bien le faire pousser, on est très bon avec ça depuis très longtemps. On est le 2 ou 3e fournisseur mondial. Sauf que derrière, on l'envoie en Chine pour qu'il soit tricoté, tissé, ils fabriquent des vêtements et ils nous le revendent. Donc aussi, il y a vraiment une perte de sens totale, quoi. C'est pas que dans le textile, mais on a beaucoup délocalisé. Maintenant, on en souffre et certaines usines, que je salue d'ailleurs, entreprises essayent de relocaliser. Tu as eu aussi un passé pendant longtemps dans le vêtement technique, dans des grandes marques de vêtements techniques. On en parlait tout à l'heure avec Franck Olivier du matériel, là, pour le vêtement technique. C'est pas évident. Finalement... Qu'est-ce que tu as découvert en fait dans toutes ces boîtes ? Est-ce que c'est très respectueux de la planète ou encore une fois, quand on change de veste de ski tous les hivers, est-ce que c'est une bonne chose ? Non, bien sûr que non. Je pense que même les gens qui sont pas trop dans le technique ont quand même un minimum de conscience citoyenne et écologique. Se rendent bien. C'est comme les téléphones. Hein. Les téléphones, c'est peut-être encore pire d'ailleurs, mais il ne faut pas changer tous les ans. Nous, avec chez Samadhi Chamonix, on ne veut pas être chiant ou moralisateur, parce que on est vite fait de tomber dans le truc. Et c'est pas comme ça qu'on gagne du monde en plus. Bien sûr, mais nous, on préfère informer les gens. Et voilà, nous, on fait ça, on va créer des réseaux. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, petit à petit, mais en tout cas, moi, c'est une de mes passions. Et oui, pour répondre à la question, je ne peux pas dire de marque, là, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais effectivement, j'ai beaucoup de... Il y a des trucs, que tu es dedans, tu hallucines. Et puis moi, je suis hyper curieux. Donc c'est ma passion, c'est une de mes passions, le textile. Donc comme les sports de glisse, par exemple. Et en creusant, même dans le coton GOTS, par exemple, dans les certificats, c'est pour ça que je suis un peu calé dans les certifications. C'est que je suis le genre de mec un peu fou qui va lire les trucs en anglais de 173 pages, les rapports annuels des certifications, quoi. Comment on obtient les certifications, etc. C'est des trucs, mais moi ça me passionne parce que j'ai envie de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, quels sont alors les donc ces vêtements techniques, est-ce que c'est une catastrophe pour la planète ? Est-ce que j'imagine qu'il y a des produits chimiques dedans ? Bien sûr, énormément, et encore beaucoup plus que ce que certaines marques nous le disent, à tous les niveaux. Ce qui est très grave aussi, c'est les teintures. Une grosse partie, c'est quand même les teintures qui colorent en Asie. Puis en fait, le truc aussi, c'est qu'en Asie, ils n'ont pas les mêmes lois.
c'est ça qu'on se rend pas trop compte. C'est aussi une question de loi. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens délocalisent. Ça a rendu des rivières. J'avais vu un documentaire, je vous passerai éventuellement. Les références. Les rivières, ouais, j'en ai des catalogues de références. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos en recoupant tout ça, etc. pour expliquer vraiment des trucs de 20 minutes, une demi-heure vraiment pour que les gens sachent tout de A à Z. Et en fait, il y a eu des rivières qui sont devenues violettes, rouges, bleues. Parce que les mecs, ils faisaient des t-shirts et ils rebalancent tout dans l'eau, en fait. Donc finalement, dans nos vêtements, il y a beaucoup de matières chimiques. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Bien sûr. On y trouve de tout. On y trouve de solvants, des adoucissants. Selon les matières, il y a certains trucs différents. Même le chanvre qu'on retrouve en Chine, il y a un petit peu de solvant dedans aussi pour quand c'est des tissus qui sont très fins. Parce que sinon, c'est une matière qui est quand même très difficile à travailler et à tisser très fin. Ce qu'on appelle des filatures à demi-sec ou filatures mouillées. Et on retrouve beaucoup de substances que je ne saurais même pas ressortir les noms parce que c'est des trucs de chimistes. Et derrière, ça nous fout un peu le cancer, quoi. Et finalement, donc toi, bravo, tu as réussi à créer cette marque. On est d'abord déjà sur du t-shirt en coton. Et tu as comme projet aussi de faire du vêtement technique. Ouais. Ça, c'est, j'imagine, encore plus gros et plus difficile à faire, dingue. Non ? Ouais, c'est complètement dingue. Et moi, c'est ça qui me passionne aussi. C'est que je fais déjà depuis 2 ans, donc je suis un peu en avance, par rapport à tout ce que je vais vous montrer par la suite. Mais je fais aussi de la recherche et développement en partenariat avec plusieurs personnes. J'imagine les choses, je les dessine. Et puis après, je m'aide aussi de couturières, de modélistes qui ont fait un bac +3, 5, etc. Après pour faire des modèles et pour les faire fabriquer, faire des échantillons, etc. Donc oui, ça c'est encore, les vêtements techniques, c'est quelque chose, c'est encore une autre dimension. Une autre dimension. Mais alors tu as pour projet d'utiliser des bouteilles recyclées en Haute-Savoie ou dans la région finalement. Donc notre bouteille qu'on pourra jeter ici à Chamonix, potentiellement elle pourra se retrouver dans une veste ou dans un soupule que tu auras fait avec Samadi Chamonix. Exactement. Ça c'est quand même incroyable parce que j'imagine que pour aller chercher des bouteilles recyclées dans tout ce système de recyclage et tout, ça c'est complexe. Il y a plein de métiers qui rentrent en jeu. De toute façon, même dans le métier du textile, c'est plein d'acteurs différents qui travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on dit tisser des liens. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Et effectivement, ce qui est vraiment génial, c'est ça. Et là, on est en train de le faire. On travaille avec plusieurs partenaires. On essaye de voir un peu qui fait quoi, comment. Est-ce qu'ils partagent la même vision que nous ? Ça aussi, c'est important. A priori, quand ils sont là-dedans, ils la partagent. Et oui, comme tu disais, je reprends ce que tu disais, quand tu jetteras une bouteille en plastique là dans une benne jaune à Chamonix, j'espère que c'est dans la jaune, à Chamonix, et après on la récupère, on la transforme, on la chauffe, on fait du fil avec. Donc c'est un recyclage mécanique et non chimique, parce qu'on peut recycler des pièces, mais ça peut être chimique aussi. Donc ça, c'est encore d'autres choses, encore un autre sujet. Et après, donc on les fond, on en fait des petits granulés, on les fond. On les met dans de grosses machines, on les tisse, on les tricote et après à partir de là on coupe. Tu fais ton tissu incroyable. Incroyable. Écoute, merci beaucoup Jérôme Brousseau. J'ai Madame Nuance qui est à table avec nous sur la terrasse du Little Bio, donc en direct sur 90.5. Romane, voilà, qui avait un petit mot à nous dire ce soir aussi pour nuancer tout ça, l'économie circulaire, le greenwashing, tout ce qu'on entend autour de ça aujourd'hui. C'est clair. Donc rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Ouais. On peut dire que Lavoisier avait une longueur d'avance sur son temps. Bien que cette phrase s'applique aux sciences physiques et chimiques, elle convient bien à décrire en quoi consiste l'économie circulaire. Seulement en 2021, est-ce vraiment l'ultime et bonne solution pour freiner la consommation de masse et transiter vers une société plus durable ? Donc, comme on l'a évoqué un peu au début, au côté durabilité alimentaire, le défi est de taille, nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050, c'est-à-dire augmenter de 70% la production alimentaire selon l'ONU. Et côté textile, on n'a plus besoin de rappeler que c'est l'industrie la plus polluante, je pense. La deuxième. Si on compte vraiment tout, on ne sait pas trop en fait. Et donc les enjeux et les alternatives et les solutions en fait sont grandes et par conséquent les dérives aussi. Donc là je pense à H&M qui a fait pas mal de campagnes avec H&M Consensus, Close the Loop ou Climate Positive, voilà. C'est un peu ça.
Et dans un autre registre, les plateformes de revente qui font qu'encourager en fait ces revendeurs à la fast fashion. Donc moi, ma question en fait, c'est comment on fait pour contrer l'effet fourre-tout du terme d'économie circulaire et comment on fait pour contrer en fait les limites que cette notion elle connaît. Vaste question. Je pense que mon point de vue, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut s'informer, vraiment, dans un premier temps. Il faut savoir qu'ils font exprès, des multinationales, même certains des politiciens et plein d'autres gens, ils font exprès d'entretenir avec un peu les mots-clés, les mots un peu mode en ce moment, tendance. Pas tous, mais une grande partie font ça parce que c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui. C'est pour ça que, comme tu disais, le conscious clothing d'H&M, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas trop, on ne sait pas toujours tout. Et pour revenir juste une seconde sur la nourriture, moi, mon avis personnel, je pense vraiment qu'on peut nourrir 9 milliards de personnes sur Terre. On peut. Selon toi, c'est juste une question d'organisation, enfin de logistique. Je pense que le monde est en train de changer à un point, c'est exponentiel. Donc tout change très vite, les mœurs, les manières de faire, mais pour moi c'est vraiment samadhi, ça veut dire l'éveil, l'union et l'ascension. Donc la première étape pour moi c'est l'éveil et autour de nous je pense qu'on est tous en train un peu de prendre conscience sur différents sujets. Et pour revenir à la nourriture, je pense effectivement qu'on peut nourrir 9 milliards de personnes. Aujourd'hui il y a l'aquaponie par exemple, qui est un truc absolument exceptionnel. On peut faire des poissons, même si c'est des animaux, mais ça reste des poissons de l'élevage avec de la végétation au-dessus. Donc ça, il n'y a pas plus circulaire en fait. Les poissons utilisent les déchets, les plantes utilisent les déchets des poissons et vice-versa. Pour moi, on pourrait nourrir 9 milliards de personnes, mais après, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de choses. C'est pas si facile. Ça prend en compte beaucoup de vecteurs. C'est un peu le problème finalement de l'économie circulaire, du développement durable, tout ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il n'y a jamais vraiment de super solution. Mais bon, on aime bien les initiatives comme ça, voilà, dans la vallée de Chamonix, Samadhi Chamonix. Est-ce qu'il y a un défilé finalement ce soir? Ah, non, t'es au courant? Oui, non ou pas? Alors, défilé au Cerro. On était un peu dans le rush, du coup malheureusement ça va pas être ce soir. C'est pas grave. Ouais. Alors, lancement très cet vite. Été de la marque, lancement officiel de Samadhi Chamonix. Le 14 juillet officiellement. Voilà, on va suivre aussi votre aventure parce qu'on adore ce genre d'initiative. Et justement, nous on fait tomber le t-shirt sur Globule Radio parce qu'on part sous les tropiques avec Flume.
ce soir. Voilà, alors c'est le premier rencard qui touche à sa fin, mais c'est presque le meilleur morceau parce que ce qui arrive c'est la musique. Je sais que c'est pour ça que vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir la petite troupe du groupe Gramophone Stomp. Ils sont chics, ils jouent du jazz manouche, ils nous emportent, ils nous fascinent avec leurs doigts qui se baladent sur ces magnifiques instruments. Puis on est ravis d'entendre surtout de la musique en live, je crois que ça fait du bien un peu à tout le monde, n'est-ce pas les filles? Je crois qu'on a envie en ce moment. Ah ouais, bah oui. Donc bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un groupe de jazz manouche de Montpellier. Votre musique, on va l'entendre, mais si vous deviez la décrire comme ça pour donner envie à ceux qui nous écoutent, vous diriez quoi? Alors qui parle? Parce que c'est vrai que vous êtes 5 dans la composition, mais donc on n'en a que 2 au micro. Ouais. On est les 2 guitaristes, forcément, c'est eux qui parlent. Toujours, c'est eux qu'on envoie. Désignés d'office, ouais. Comme c'est un groupe, on va dire, l'influence principale du groupe, c'est Django Reinhardt, qui est... on va dire le master du swing. Le master du swing, en tout cas du swing français, du swing manouche. C'est vraiment d'ailleurs notre folklore en France. Si on peut se vanter de quelque chose au niveau du jazz, c'est bien d'avoir ce patrimoine-là que Django a créé, donc qui s'intitule aujourd'hui le jazz manouche, le swing manouche. Django, pour lui, c'était pas un style, c'est juste lui qui a créé la voix. Et ensuite, il y a eu plein de on va dire aujourd'hui, donc de contemporains qui se sont greffés à cette manière de jouer la musique et la guitare. Donc nous, notre quintette est vraiment inspirée de sa musique à lui. D'où ses guitares d'ailleurs, avec des petites rosaces, des petites bouches, on dit dans le milieu. Et on y a encore incorporé du chant. Ça se faisait un petit peu à l'époque, mais c'est pas très fréquent. Voilà, donc c'est inspiration des années swing des années 30-40. Vous êtes déjà venu à Chamonix, on est content de vous revoir. Ça fait quoi de jouer au pied des montagnes? C'est une chance incroyable parce que nous, on a l'habitude plus de jouer autour de la Méditerranée ou des Cévennes, on va dire. Mais là, d'être en haute montagne, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a une ambiance toujours aussi chaleureuse. On est accueillis généreusement à l'auberge jeunesse, qui est super, qu'on conseille d'ailleurs. Et voilà, tous les gens des bars et tous les clubs où on peut jouer ici sont géniaux. Vous faites un peu la petite tournée de Chamonix. C'est quoi les prochaines aventures là de ce soir? Donc c'est Little Bio à Chamonix Sud. Hier, je crois que c'était au Chac. C'est ça. Et demain, vous êtes encore là dans les parages? Demain, on joue au Monkey. Et lundi, pour finir, on joue à l'auberge. À l'auberge aussi, voilà. Évidemment, c'est eux qui vous invitent, donc quand même, il faut leur... Un grand merci à l'auberge qui nous accueille et l'hiver et l'été. Ouais. Et nous, on est aussi des gros fans de sport, donc on aime faire de la descente, du ski, et donc c'est le meilleur deal qu'on puisse imaginer. Faut pas le dire trop fort parce que pas que ça s'ébruite. J'ai juste une petite question. C'est vrai que nous on est contents de vous entendre, mais vous aussi de retourner comme ça et de refaire de la musique en live, de retrouver le public, les regards, l'émotion, tout ça, ça vous fait quoi, vous? C'est une bonne question. Au début on sait pas trop. On ne sait plus brancher les câbles. Les doigts sont rouillés. Les doigts sont en forme. Ouais, les doigts sont en forme parce qu'on a pu pratiquer pas mal en dehors des concerts. C'est vrai que c'est une période particulière. On peut pas mal bosser les instruments. Alors que d'habitude, on les bosse, mais moins, sachant qu'il y a plus de concerts. Et vous, alors, deuxième guitariste du groupe, est-ce que vous regardez un peu les spectateurs et toujours, ouais. En fait, il y a beaucoup de travail personnel à la maison, mais le résultat et la joie et le bonheur, c'est de le partager avec le public. Et vous êtes accueillis comment? Parce que moi, c'est vrai que j'ai revu un peu quelques concerts et c'était dingue, quoi. Les gens criaient, étaient complètement dingues. On espère beaucoup de cris ce soir. On va tout faire pour. Je sais pas si on les aura, mais si on sais pas sur le jazz manouche s'il y a des cris, mais ça peut. Pas mal d'applaudissements. En tout cas, on va taper du pied ce soir. Des sourires, ça c'est important. Pas mal de sourires. Ouais. Bon, mais écoutez, on va vous laisser retrouver vos instruments parce que le concert commence maintenant dans 10 minutes. Voilà, vous avez le temps de vous entraîner un peu ou on y va comme ça? On va chauffer. Le jazz manouche, c'est un peu ça, non? On y va, c'est en live et puis... C'est ça. C'est le cœur qui parle après. C'est beau, cette musique. Bon, mais en tout cas, vous serez en direct sur Globule Radio et puis après, toute la soirée ici au Little Bio. Merci d'être venu au micro de Globule Radio 90.5. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
On se retrouve sur le Globule Radio 90.5. Désolé à nos auditeurs Facebook, vous n'avez pas les mêmes musiques que nous parce que Facebook nous interdit de passer le son qu'on aime. Alors on fait un petit pas de côté parce qu'on n'est plus sur le consommé local puisqu'on parle maintenant de chocolat et de café, mais toujours d'économie circulaire. Mais plus d'économie circulaire, puisque nous partons au Chouka qui a ouvert cet hiver avec Charlotte, stagiaire de Globule Radio. Vous voyez, on apprend vite sur Globule, elle est déjà à l'antenne en direct du Little Bio. Bonjour, alors moi c'est Charlotte. Aujourd'hui je suis devant le Chouka. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une manufacture de chocolat qui est installée dans un ancien restaurant et bar de Chamonix et qui a ouvert en février. Il propose un concept novateur et éthique, bean to bar, de la fève à la tablette, dont l'engagement est de contrôler toutes les étapes de production de leurs produits, par exemple de leur chocolat, du choix du producteur de fèves à la fabrication qui se passe entièrement dans leur manufacture 206 rue du Docteur Paccard. Ils prônent les valeurs de l'authenticité et de l'éthique, en opposition à la standardisation des produits, et décident de montrer toute leur diversité, biologique comme gustative. Tout de suite, je vais interviewer Nathalie Duperrier, qui en est la fondatrice. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est que vous parlez du concept de la fève à la tablette. Oui. Pourquoi tous ces engagements sur la chaîne de fabrication et de production ? Parce que en fait, c'est important de montrer que le produit, en fait, c'est un produit agricole et de montrer vraiment le produit à l'origine. Il y a beaucoup de gens qui consomment du cacao mais qui n'ont jamais vu une fève, une cabosse et ne savent pas à quoi ça ressemble, en fait, tout bêtement. Et donc, notre choix dans le magasin de Chouka, c'est de montrer toutes les étapes de la fabrication et en mettant aussi effectivement des panneaux, comme tu as pu le voir dans notre atelier, qui expliquent tout le processus à partir de la petite fleur de cacao au départ. J'imagine qu'il y a une réelle technique et un savoir-faire. Comment ça se passe en fait l'apprentissage ? Alors, quand on travaille du chocolat de la fève à tablette, c'est assez perturbant parce que c'est assez compliqué et on va dire on apprend beaucoup sur le terrain et au fur et à mesure comment évolue notre chocolat. Et en fait parce que chaque chocolat que l'on travaille, en fonction des différentes origines qu'on a pu voir tout à l'heure, est complètement différent à travailler. Donc on apprend au fur et à mesure. Quand on parlait tout à l'heure de la dernière étape pour mouler le chocolat, ce qui s'appelle le tempérage, en fonction du temps, en fonction de la fermentation, de la nouvelle récolte, etc., la façon de produire telle qu'on le fabrique peut avoir une différence importante et voilà, chaque fève et chaque sac de cacao qu'on reçoit a des différences. Donc, effectivement, quand on travaille de la fève à la tablette, on peut avoir des différences de goût ensuite en fonction des récoltes de chocolat. Et alors j'imagine que... Est-ce que c'était une vocation pour vous ? Alors en fait, avec mon mari, en fait, quand on a décidé de travailler ces deux produits, c'est qu'on voulait vraiment remontrer vraiment le produit agricole et comment on le travaille, les différentes étapes. Les gens veulent de plus en plus savoir ce qu'ils consomment, d'avoir un lien aussi avec les gens qui l'ont produit. Et donc c'était vraiment un choix pour nous de travailler ces deux produits-là. Et j'imagine que vous avez un lien avec les producteurs qui travaillent avec vous. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous source nos fèves de cacao parce qu'il faut être assez régulièrement sur le terrain pour voir comment est faite la fermentation, si tout le processus est bien, etc. Donc on a quelqu'un qui va régulièrement dans les fermes pour suivre le cacao qu'on va acheter ensuite. Pour Et merci Charlotte d'avoir fait cette visite au Chouka. Merci à l'équipe du Chouka de nous avoir laissé entrer dans la boutique et on a dégusté du bon chocolat. On était, il faut le dire, avec les enfants des ateliers radio de Globule, les mini Globules. Aussi, ils ont fait une belle émission ce matin autour du Chouka. Place à la musique ce soir sur Globule Radio. On est super contents. On est en direct jusqu'à 20h. Je vous laisse vous installer, le groupe là qui nous regarde. Ils vont faire encore quelques balances. Pendant ce temps-là, on va remercier nous l'équipe du Little. 2 femmes exceptionnelles, une mère et sa fille qui tiennent ce snack depuis 6 ans. Et on y mange bien, donc venez goûter. Et on remercie également les partenaires Europcar et le département de la Haute-Savoie
qui soutiennent notre journée des terrasses. Et on se dit à la semaine prochaine, le 13 juillet, juste à côté de dans ce nouveau lieu, qui sont déjà nos grands amis, le Plan B, avec le groupe BAM Trio. Et si vous venez de vous connecter sur le 90.5, vous pouvez réécouter cette chouette émission et surtout nos super invités qui nous ont appris plein de choses aujourd'hui. Pauline Vaillard, chargée économie circulaire à la Comcom de la vallée de Chamonix. Franck Olivier, qui transforme des chutes de matière notamment et du matériel technique en objets pour vos maisons. Sa boîte, c'est Upcycling and Design. Et puis Jérôme Rousseau, Samadi Chamonix, nouvelle marque de t-shirts éco-responsables. Plein de projets à suivre et puis on reparlera certainement d'économie circulaire, les filles, je pense, sur Globule Radio, parce qu'il y a plein de projets, plein d'acteurs à découvrir qui font de très belles choses dans la vallée. Allez, on vous laisse taper du pied maintenant avec les Gramophone Stomp, mais avant ça, une petite pause musicale avec Wax Taylor. Shine bright, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Underdog. Shine bright, hold tight. Underdog. When you make it to the other side. Underdog. Remember how you feel inside. Out from the darkest spaces, the nexus of creation, beyond imagination. Some places need be sacred, untouched by limitation, from views and validation, and stripped from imitation. No hesitation, we'll be waiting ever for the perfect situation. So why not embrace it? Why see division where there is no separation? How can you claim it when you do not know the language? Say it. We call for transformation. Get up, get out, and go and get it. Go and get it. Anyhow. So when you make it to the other side, underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside, and what it's like to be the underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside, know what it's like to be the underdog. What it's like to be the underdog. Shine bright, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Shine bright, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Who you are inside. It's not like a deja vu, and it's not an illusion. But sometimes I feel you through all the confusion. It doesn't always make me feel sad, but it never really makes me feel glad. 'Cause all the good times we had could never be bad. My friends don't ask anymore, but they think about it, I'm sure.
this paper? All I got to keep you with me, keep you from fading away. 'Cause this paper is not enough to bring you to me, and nothing will take you away. And I can't help tracing these outlines of you. But is this paper all I got to keep you with me, keep you from fading away? It's not just the quiet times, not just at the end of the night. It can get me when I'm feeling fine, even when I'm feeling bright. It doesn't always come to me clear, it doesn't always make you feel near. Sometimes it gives me the fear that you were never here. My friends don't ask anymore, but they think about it, I'm sure.